Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur les traces de Anne de Bretagne, duchesse de Bretagne puis reine de France à 2 reprises. Fille et héritière de François II, dernier duc de Bretagne, elle fut d'abord mariée par procuration en 1490 à Maximilien de Habsbourg, futur empereur, afin de préserver l'indépendance du duché. Assiégée dans Rennes par les beaux jeux, elle fut contrainte d'épouser Charles VIII, ce qui prépare le rattachement de la Bretagne au royaume de France. Veuve, elle dut se remarier avec le successeur Louis XII, auquel elle donna 2 filles, dont Claude de France, la future épouse de François Ier. Vous voulez en savoir plus sur Anne de Bretagne? Venez avec moi. Anne de Bretagne était la fille aînée du dernier duc de Bretagne, un pays prospère et quasi indépendant, aussi peuplé que des royaumes comme le Portugal et l'Écosse. Duchesse de 1488 à 1491, en 3 ans de règne, elle eut à faire face à 2 invasions de la part du roi de France. À 11 ans, cette fillette a réussi à refuser le grand seigneur qu'on voulait lui imposer comme époux, montrant déjà une volonté et une fermeté exceptionnelles. Le duché étant envahi et vaincu en 1491, Anne de Bretagne, étant elle-même assiégée, a consenti le sacrifice personnel d'épouser son ennemi, le roi Charles VIII, pour résoudre le conflit et assurer la paix à son duché. Pendant près de 7 ans, elle a été reine de France. Très vite, elle a satisfait à tous ses rôles attendus d'une reine. Donner au royaume de France un héritier, un fils, Charles Orlan, qui allait mourir à 3 ans, ainsi qu'un modèle de vertu et de piété. Dernière représentante d'une Bretagne souveraine et indépendante, nulle duchesse ne fut, dès son plus jeune âge, promise en mariage à autant de beaux partis. Anne de Bretagne est née au château des Ducs de Bretagne à Nantes le 25 janvier 1477. Fille aînée de Marguerite de Foix et de François II, dernier duc de Bretagne et éternelle rivale du roi de France Louis XI. Elle reçoit dès sa naissance une éducation soignée par sa gouvernante Françoise de Dinan, comtesse de Laval, et au poète Jean Michinaud, un sens aigu de son destin. Si l'extérieur du château nantais paraît n'être qu'une citadelle austère, son intérieur n'est alors habillé que de soieries, de velours, de meubles rares et de tapisseries magnifiques recouvrant tous ses murs. Anne de Bretagne prend très vite conscience de sa dignité, car le duc, son père, farouche défenseur de son indépendance, bat monnaie, anoblit, signe en son nom et de son sceau les traités avec les autres puissances, lève des armées et des impôts. Le duché possède même son propre parlement à Vannes. Il doit néanmoins rendre hommage au roi de France, mais il ne s'agit que d'un hommage simple et non d'un hommage lige, qu'il l'aurait rabaissé comme déjà beaucoup d'autres grands seigneurs au statut de vassal. En l'absence d'un héritier mâle, Anne de Bretagne est donc l'héritière du duché de Bretagne. Son premier projet matrimonial est signé alors qu'elle n'a que 4 ans, avec l'héritier de la couronne d'Angleterre, le futur Édouard V. François II et ses conseillers, comme le puissant Pierre Landais, utilisent ces promesses d'union afin d'obtenir aide et soutien de l'étranger contre les tentatives incessantes de la France de rogner les prérogatives ducales. C'est ainsi qu'à peine âgée de 4 ans, elle est proposée au prince Édouard de Galles, fils d'Édouard IV, roi d'Angleterre. Mais celui-ci meurt en 1483 dans des circonstances troubles à la Tour de Londres. Les prétendants ne vont pas manquer. En 1488, les armées du duc François II subissent une lourde défaite face à celle du roi de France à Saint-Aubin du Cormier. Suite à cet échec, le traité du Verger précise que l'héritière du duché ne peut se marier sans l'accord du roi de France, ce qui ne manque pas de se produire, car la politique d'indépendance du duc est coûteuse et ruineuse. Le duché est exsangue, le peuple fatigué des guerres et des impôts, alors que son voisin ne cesse de gagner en puissance. À la fin de son règne, la cour de François II, faible et déclinant, physiquement et psychologiquement, est infestée d'espions français, certains étant ses plus proches conseillers, comme le maréchal de Rieux, le prince d'Orange et même la gouvernante Madame de Laval, désormais officiellement pensionnée par le roi de France. Anne de Bretagne représente toujours la pièce maîtresse du duché. Elle est devenue la meilleure monnaie d'échange internationale pour sauver la patrie en danger. Obéissante,
Et consciente des enjeux qui dépassent sa personne et ses désirs personnels, elle accepte successivement des projets de mariage avec Henri VII, roi d'Angleterre, Maximilien de Habsbourg, futur empereur du Saint-Empire romain germanique, qu'il a 9 ans, Alain d'Albret à 10 ans, le duc d'Orléans, futur roi de France Louis XII, à nouveau Maximilien de Habsbourg la même année lors de ses 10 ans, le duc de Châlons, prince d'Orange, etc. Le 19 décembre 1490, après le décès du duc 2 ans plus tôt, et la même année 1488, la fin de la guerre folle, perdue par François II contre les Français, Anne de Bretagne veut poursuivre la politique d'indépendance de son père. La désormais duchesse finit par épouser par procuration dans la cathédrale de Rennes Maximilien de Habsbourg, roi des Romains. Cependant, le roi de France Charles VIII oppose son refus en signifiant que le traité mettant fin à la guerre folle 1485-1488, à savoir le traité du Verger, signé le 19 août 1488 entre Charles VIII et François II, stipulait l'accord indispensable du roi de France au mariage d'Anne de Bretagne. Comme la nouvelle duchesse viole les accords du traité, le roi envoie ses troupes encercler Rennes. Le siège dure environ 2 mois avant que la duchesse décide de se rendre. Elle épouse Charles VIII, devenant ainsi reine de France le 6 décembre 1491 au château de Langeais. Les Habsbourg fulminent, mais contre de conséquentes concessions. Le pape Innocent VIII accepte d'annuler le premier mariage par procuration d'Anne de Bretagne avec Maximilien de Habsbourg en 1492. Le roi lui interdit désormais d'utiliser son titre de duchesse de Bretagne, passant dès lors beaucoup de temps à accoucher, puis à enterrer ses 6 enfants morts en bas âge. Anne de Bretagne n'a aucune influence ni sur la France ni sur la Bretagne. Charles VIII meurt le 7 avril 1498 après s'être cogné la tête dans un linteau de porte du château d'Amboise. Le principe du remariage d'Anne de Bretagne avec son successeur Louis XII est immédiatement acté. Une clause maritale stipulait l'obligation de la duchesse d'épouser le successeur du roi en cas d'absence d'héritier mâle. Il y va autant désormais des intérêts de la France que de la Bretagne. En attendant l'annulation du contrat de Louis XII, alors époux de Jeanne de France, elle retourne enfin en Bretagne. Héritière des droits des rois de France sur la Bretagne, elle y reprend la tête de l'administration, frappant même monnaie à son effigie. Veuve du fait du décès soudain de Charles VIII en avril 1498, elle a immédiatement affirmé sa souveraineté sur le duché de Bretagne et a réussi à la faire reconnaître tant par les seigneurs bretons que par le nouveau roi Louis XII. Les deux souverains ont conjointement la raison d'État et leurs sentiments personnels. Ils s'aiment, les ambassadeurs italiens le répètent et l'affirment. La reine veuve a imposé toutes ses conditions politiques. La principale était un contrat de mariage stipulant la continuité de l'autonomie du duché de Bretagne par la transmission de celui-ci à un enfant cadet, donc distinct du futur roi. La reine duchesse s'est ainsi comportée en femme d'État. De façon conjointe avec Louis XII, elle a supervisé l'administration de son duché et l'a longuement visité en 1505. Son projet politique de perpétuation de l'autonomie bretonne n'a pas abouti, parce que, bien qu'elle donne naissance 10 fois, ses 2 seuls enfants à venir, adultes, furent 2 filles. Elle n'a d'ailleurs pas pu empêcher que l'aîné, Claude de France, fût marié à l'héritier du trône, le futur François Ier, ce qui allait permettre plus tard de réunir le duché au domaine royal. Son nouveau contrat de mariage, janvier 1499, avec Louis XII, lui reconnaît tous ses droits sur la Bretagne, mais également que le deuxième enfant de leur union, garçon ou fille, obtiendrait tous les droits sur ce pays, continuant ainsi d'accorder une certaine indépendance aux Bretons. Clause qui ne sera pas respectée par la suite. Sa fille, Claude de France, épousera François Ier qui finira par intégrer totalement le duché de Bretagne au royaume de France. Du temps de son second règne, Anne de Bretagne a exercé beaucoup d'influence sur les domaines culturels et politiques par un rayonnement personnel, une correspondance abondante ainsi que des voyages incessants. Ses revenus considérables, incluant notamment le douaire du premier mariage et ses propres inclinaisons, lui ont fait mener un actif mécénat. Le magnifique tombeau de marbre qu'elle a fait édifier pour ses parents à Nantes témoigne de sa piété filiale. Elle a protégé les poètes Jean Marot, les peintres Jean Bourdichon,
et musiciens Jean Mouton et Antoine Févin. Anne de Bretagne était très pieuse, encourageant les premières tentatives de réforme du clergé régulier. Elle s'est attachée aussi à la promotion des femmes, ainsi en demandant à son confesseur d'écrire une vie des femmes illustres. Pendant ces 3 règnes, Anne de Bretagne a entretenu une correspondance internationale, écrivant notamment aux papes successifs, au roi d'Espagne, qui étaient des parents, et à d'autres souverains. Elle a envoyé une épouse, Anne de Foix, au roi de Hongrie, Vladislas II, en 1502. Les projets de mariage de ses propres filles l'ont fait entrer dans des négociations diplomatiques. En 1504, elle a soutenu l'archiduc d'Autriche Philippe le Beau, souverain des Pays-Bas, pour négocier le futur mariage de sa fille aînée au fils de ce dernier, le futur Charles Quint. Le traité de 1504 prévoyait que sa fille aurait la Bretagne, Milan et la Bourgogne, ce qui visait à diminuer et affaiblir le territoire du royaume de France. Louis XII l'a d'ailleurs compris tout de suite et dès l'année suivante décide de marier sa fille à l'héritier du trône, François d'Angoulême. De dépit, la reine a fait tomber en disgrâce le ministre qui avait défendu ce projet de mariage français, le maréchal de Rohan. En fait, la France passait par un apogée de puissance en Europe. Le roi et la reine ont juste projeté d'assurer une paix durable avec la maison des Habsbourg en résolvant le conflit à propos de la Bourgogne. On peut penser que ce projet était utopique, mais les faiseurs de paix, eux aussi, doivent être reconnus. En 1513, quand le royaume a été menacé d'invasion, Anne de Bretagne a joué un rôle décisif dans la conclusion de la trêve avec le roi d'Espagne. Première étape vers la paix conclue quelques mois après sa mort. Anne de Bretagne rend son dernier souffle le 9 janvier 1514, après une vie entière de sacrifices à défendre les intérêts de son duché. Sa dépouille repose dans la basilique de Saint-Denis, en compagnie de son dernier époux, Louis XII. Ses funérailles furent sans pareil et durent 40 jours. Elle dicte par testament la partition de son corps, ossements, entrailles et cœur, multipliant ainsi les lieux de sépulcre. Son cœur est ainsi toujours dans un reliquaire à Nantes. La Bretagne sera officiellement annexée en août 1532, après que les États de Bretagne aient eux-mêmes réclamé le rattachement de leur pays à la couronne de France, en contrepartie de la confirmation de leurs privilèges. Anne de Bretagne a été inhumée avec un faste exceptionnel. La large diffusion du récit de ses obsèques témoigne de son décès a provoqué une grande émotion jusqu'à l'étranger, suscitée par son rayonnement personnel et par ses efforts pour construire la paix. Comme on l'a vu, Anne de Bretagne fut successivement la dernière souveraine du duché de Bretagne et 2 fois reine de France. Elle était animée d'une énergie et d'une volonté peu commune qu'elle a mise au service de 2 projets politiques, la perpétuation de l'autonomie de la Bretagne et la cause de la paix. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.